Bonsoir, soyez les bienvenus à notre nouveau webinaire. Nous allons traiter ce soir de la question des services publics. Quelle est leur place, quelles sont les leçons que l'on peut tirer de la crise sanitaire, quelle définition nouvelle pour les services publics. Y a-t-il de nouvelles activités de services publics? Alors, lors de la crise sanitaire, nos concitoyens ont, pour certains, réappris ce qu'était concrètement un service public. C'est-à-dire, un service public, c'est une organisation de personnes dotées de moyens matériels qui sont assujettis à des obligations particulières du fait de leur participation à des missions d'intérêt général. Nous avons tous pu constater pendant cette crise sanitaire et pendant le confinement plusieurs choses. La première, c'est le dévouement des personnels de ces services. La deuxième chose, c'est le manque de moyens évidents pour réaliser leur mission. Troisième élément, on a pu constater une forme de séparation entre des agents qui, sur le terrain, agissaient quasiment à la débrouille au système D et des encadrements qui soit donnaient l'impression, des encadrements centraux, qui soit donnaient l'impression d'être en retard vis-à-vis des réalités de terrain, soit semblaient aveugles et continuaient les politiques de fermeture de services alors que les besoins augmentaient. L'exemple du directeur général de l'agence de santé Grand Est est tout à fait significatif de cette impression. En effet, alors que le Grand Est était la région la plus touchée par le Covid-19 et qu'elle était en manque de lits, à tel point que des transferts de malades étaient organisés hors de cette région, eh bien, ce directeur général de l'ARS Grand Est avait déclaré à la presse que le plan de diminution de lits de l'hôpital de Nancy allait continuer. Alors certes, ce haut fonctionnaire fut démis de ses fonctions en Conseil des ministres, mais cette radiation, cette éviction fut davantage la conséquence qu'il ait donné cette information à contretemps que parce que cette information était fausse. Depuis une quarantaine d'années, nous assistons à un phénomène constant qui est celui du désengagement de l'État dans les services publics. Ce désengagement prend plusieurs formes. Ça peut être soit la transformation de la nature juridique de l'activité. L'exemple le plus évident, c'est celui des services postaux. Alors, je ne vais pas vous remonter au XVe siècle lors de leur création, mais les services postaux étaient au départ partie intégrante du ministère des Postes et des Communications, c'est-à-dire que c'était un service central de l'administration de l'État. Ce service administratif central a d'abord été transformé en régie publique. Le discours de l'époque justifiant cette transformation, c'était que dans le cadre de la régie, il était plus facile de suivre le coût réel du service. Puis de régie des postes, elle fut transformée en 90 en entreprise publique à capital uniquement public. Puis, en 2010, cette entreprise à capital, entreprise publique fut transformée en société anonyme à capitaux 100% publics, ce qui, à partir du moment où l'activité avait le statut de société anonyme, qui est une société de droit privé, eh bien, ça facilitait la vente des actions au secteur privé. En somme, c'est une politique de privatisation larvée par petits pas. L'autre processus est celui de la diminution budgétaire des moyens. On a assisté à plusieurs politiques publiques de diminution des moyens des services, que ce soit dans le cadre de la RGPP ou de la gestion prévisionnelle des emplois et des effectifs, où on voit en fait que chaque année, le budget des services diminue. Ce soir, nous aurons comme intervenant Michel Jalamion. Michel Jalamion est conseiller régional Île-de-France, membre de République et Socialisme, et surtout, et c'est la raison essentielle pour laquelle il intervient ce soir, président du conseil d'administration de la Convergence nationale des collectifs de défense et de développement des services publics. Nous avons aussi avec nous ce soir Michel Leflon. Michel Leflon
donc ancienne conseillère régionale, donc membre du Parti communiste et membre de la coordination nationale des comités de défense des hôpitaux et maternités de proximité. Donc Michel Jalamion, alors pour que les choses soient transparentes, Michel Jalamion et Michel Leflon sont tous les deux membres de la convergence de défense de services publics, moi aussi, et donc nous nous connaissons et nous militons ensemble dans la défense des services publics afin que nos spectateurs soient au fait de nos liens. Michel, tu as la parole. Michel Jalamion. Oui, je te remercie Arnaud de cette introduction. Alors en effet, là, j'interviens comme président de la convergence nationale des services publics. Alors déjà, pourquoi cette réunion? Donc cette réunion, tu l'as dit, elle est liée évidemment suite à ce qui s'est passé durant la crise sanitaire, et on est en train exactement de revivre ce que l'on a vécu après la crise économique de 2008. C'est-à-dire que durant la crise, tout le monde porte au nu les services publics comme amortisseur de la crise, comme capable de surmonter une situation que le privé ne saurait surmonter. Tout le monde loue les fonctionnaires d'agir au-delà, parfois même de leurs obligations statutaires, pour aller sur place, pour aider les gens, et donc pour agir dans le sens de l'intérêt général, ce qui évidemment est d'une motivation, leur motivation principale. Dans un second temps, et la crise, même alors que la crise est là, on sanctionne ces mêmes fonctionnaires pour ceux qui oseraient critiquer des idioties faites ou prononcées par le gouvernement. On continue à fermer des lits et évidemment, la fin de la crise venue, l'ensemble des libéraux aujourd'hui explique, d'ailleurs, il est rigolo de voir que tout le monde a applaudi, donc les gens notamment de l'hôpital public, mais que personne ne parle de fonctionnaires des hôpitaux publics, tout le monde parle des infirmiers, tout le monde parle du corps hospitalier, tout le monde parle du corps médical, mais personne, en effet, ne rappelle que dans l'hôpital public, ce sont des fonctionnaires des hôpitaux qui ont évidemment agi dans ce cadre-là et se sont trouvés confrontés au Covid, et pour beaucoup d'ailleurs l'ont attrapé et donc ont vécu des moments difficiles pour eux et pour leur famille. Donc tout cela pour dire que ce n'est pas parce qu'une crise est là que l'ensemble des citoyens ont conscience de ces services publics. J'apporterai une petite nuance à tes propos, Arnaud, si tu le permets, c'est que, en effet, lors de cette crise, ça a apparu aux yeux de tous, et notamment aux yeux des médias qui ont relayé ce message, mais même en période normale, lorsqu'on prend les sondages, alors même si parfois ça fluctue un peu, mais la grande majorité de nos concitoyens ont une haute estime des services publics et ont une haute estime aussi des agents des services publics, et même lorsqu'on leur pose la question des fonctionnaires des services publics, c'est un oui à plus de 55 à 60% qui adhèrent en effet à cela. Donc, c'est vraiment, à mon avis, une norme. Le problème, c'est que malgré que les citoyens sont attachés, malgré qu'il y a une nécessité économique dans ces services publics qui permettent au tissu industriel d'ailleurs de survivre en cas de crise et l'aide à s'implanter lorsque tout va bien, eh bien, ces mêmes services publics, dès le lendemain de la crise, sont attaqués. D'ailleurs, on devrait rajouter les services publics et la sécurité sociale, après lui faire supporter un coût prohibitif, est en train, évidemment, enfin, d'être dans le collimateur du gouvernement pour que des pans entiers soient certainement privatisés. Et donc, nous allons avoir rapidement une double lutte à mener. Donc, des questions doivent être soulevées en réalité par l'ensemble des organisations qui souhaitent faire la promotion des services publics. La question de la propriété de ces services publics, comment faire pour qu'ils restent justement du domaine public. La question, donc je l'ai dit, du statut du fonctionnaire. La question de l'interaction entre les services publics, le milieu associatif et l'économie sociale et solidaire, etc. Donc c'est des questions que l'on doit nous soulever, à mon avis, dans cette période et que l'on doit porter au bien public. Mais pour commencer, on m'a demandé de faire un panorama donc, sur le service public et les services publics. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Le service public, c'est une notion, c'est la notion donc, du service public, et les outils, et les services publics, ce sont les outils qui permettent de transcrire cette notion en acte et en réalité. Donc, les notions de service public, j'allais dire, il y en a deux principales, une juridique et l'autre politique. La notion juridique est beaucoup liée à ce qu'on appelle la loi Roland, qui était un éminent juriste de 1930, en réalité un juriste un peu sulfureux parce qu'il considérait, je crois, que l'Algérie était un service public, mais disons, il a trouvé des notions
qui permettait de définir si c'était un service public ou non. Et cette notion reposait sur trois piliers, donc la continuité du service public, l'adaptabilité du service public et l'égalité, la neutralité. Et donc, lorsqu'on avait ces trois éléments, il disait c'est un service public, c'est l'État qui doit gérer ce domaine-là. Et à l'époque, c'était réellement l'État en tant qu'entité. Il y avait peu de débats en réalité sur la démocratisation de cet outil. Ensuite, donc je suis très bref sur cette notion-là parce qu'on pourrait y revenir, mais disons c'est un débat qui est très très long et même si la notion de service public a été éminemment portée par les juristes, notamment par l'école des services publics, ça serait un peu trop long et on consacrera un débat à ça, ce serait à mon avis assez dommage. Par contre, il y a la notion politique des services publics et c'est là qu'il y a une coupure justement entre ce que faisaient les rois de France et la nation actuelle du service public, c'est-à-dire qu'à l'époque des rois de France, c'est le roi qui décide pour asseoir son autorité, l'autorité de l'État, de créer des services. Il crée par exemple le service des postes, mais le but, ce n'est pas que tout le monde ait droit au courrier. Le but, c'est que les ordres royaux arrivent dans tout le royaume, à égalité en effet, mais pour être bien sûr que ces ordres soient suivis. Et donc, c'est comme cela que naît en fait les racines des services publics. Donc, c'est vrai que ce sont les institutions publiques qui puisent dans la royauté, mais ça a très peu de choses à voir avec la période révolutionnaire et la période post-révolutionnaire, et surtout la période du CNR, où on introduit de manière, comment dire, quasiment, enfin de manière pensée, réfléchie, la notion de couvrir les besoins fondamentaux, soit on souhaite couvrir les besoins fondamentaux, et à ce moment-là, il faut que les services publics créent des services publics pour couvrir ces besoins fondamentaux, et ces besoins fondamentaux, évidemment, évoluent au fur et à mesure des époques, et donc c'est à la société de définir et aux citoyens de définir ses besoins fondamentaux. Et c'est une grande avancée dans cette notion-là, même si évidemment ce n'est pas le CNR qui sort du chapeau ce concept, il existe dans les périodes précédentes, mais en tout cas il le met réellement en avant et il permet à la Constitution de 46 de bien le prendre en compte. Il y a la notion politique aussi, ce que j'ai dit tout à l'heure, de proximité des services publics, ce n'est pas dans la notion originale. Donc aujourd'hui, l'égalité, on l'entend également par l'égalité territoriale, c'est-à-dire que tout le monde doit avoir accès aux services publics. On l'entend également comme un contrôle des politiques élus par les citoyens et un contrôle des citoyens, des usagers et du personnel de ces mêmes services publics. Et il y a donc aussi une notion de propriété. Donc, elle est déjà présente, j'allais dire, dans Jaurès. Lorsque Jaurès dit le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Ce qu'il veut dire, il faut bien entendre cette phrase dans tout son concept, c'est le patrimoine. C'est-à-dire que ça appartient aux citoyens, ça appartient à la population, ça appartient en fait au peuple que l'État bourgeois, en réalité, démuni de toute propriété. Et donc, c'est un retour du fruit de son travail, en réalité. Et donc, cette notion et cette phrase, justement, est employée parfois par les libéraux. C'est pour ça que je la cite volontairement, parce qu'elle est à 10 milliards d'années-lumière de la notion qu'a, par exemple, Lagarde des services publics. C'est-à-dire, lorsqu'elle était directrice des services publics, elle a dit « Mais moi, je suis contre la destruction des services publics. Il faut arrêter de détruire les services publics, car les services publics, c'est un filet de secours pour ceux qui n'ont rien. » Les services publics, c'est tout sauf un filet de secours. Les services publics, c'est ce qui se permet la modernisation d'un pays, c'est ce qui permet de créer les conditions d'un développement économique harmonieux dans un pays, etc., et de lutter contre des forces économiques qui, elles, ne voient que leur intérêt particulier. C'est également, évidemment, à 10 000 lieues du service universel, de la notion de service universel que porte la communauté européenne, le service universel étant un minimum que doivent assurer des entreprises, publiques ou non, pour répondre à des besoins, j'allais dire, essentiels et fondamentaux des citoyens, mais c'est vraiment la dernière zone vitale. C'est-à-dire qu'on va dire France Télécom doit mettre à l'époque une cabine téléphonique toutes les 50 bornes, où on va dire France Télécom doit avoir une couverture de 75% du territoire, etc. Donc c'est des chiffres en plus qui sont très loin de l'égalité auxquels souhaitent aspirer les citoyens, et notamment les citoyens français, très aspirés depuis la Révolution française, par le sentiment d'injustice sociale et essayant d'œuvrer pour l'égalité. Et donc, j'allais dire, et comme je suis de gauche, et voilà, je me réfère aussi un peu à l'école de pensée du socialisme, c'est-à-dire qu'en réalité, les services publics, ça sert à passer du droit formel au droit réel. C'est-à-dire qu'on peut toujours dire, on va avoir un super code du travail,
S'il n'y a pas d'inspecteur du travail pour que ce droit du travail est respecté, il n'y a pas de droit réel. Si on parle, il faut l'égalité femmes-hommes, mais on laisse les milieux économiques régir, il n'y aura pas d'égalité femmes-hommes. Et donc, le service public, c'est un vecteur d'égalité réel. Et donc, il a besoin, si on veut que cette notion de service public l'emporte, il faut donc des outils publics que sont les services publics pour pouvoir l'exercer. Ils sont nécessaires donc pour que l'intérêt général, je viens de le dire, s'impose aux intérêts particuliers, notamment de la finance. Et à partir de là, on peut définir et se dire qu'est-ce qu'un service public et que sont les services publics, comment devraient-ils gérer? Parce que s'il faut qu'ils permettent d'être déconnectés des intérêts économiques des entreprises, notamment des entreprises multinationales, il faut évidemment que leurs capitaux n'appartiennent pas à ces mêmes entreprises. Sinon, il y aurait un problème. Donc, ça suppose bien évidemment que ce soit des outils publics. C'est pour ça que la question de la propriété, dont je parlais au départ, est fondamentale dans les services publics. Alors, bien entendu, il y a des délégations qui se font parfois auprès d'entreprises privées. Et donc là, c'est un grand débat à avoir, mais c'est également quelque chose que l'on doit voir de près. Il y a des moments où, en effet, le public ne peut pas tout régir et une délégation, si elle est vraiment très précise, avec un cahier de charges très précis, peut peut-être se justifier dans certaines conditions. Je pense notamment, par exemple, à des places à problème où on fait une délégation pour qu'un bar occupe l'espace public avec un tarif réglementé pour que ses prix restent bas. C'est, voilà, disons que c'est quelqu'un d'acceptable. Je pense que personne, en fait, ne veut désormais tout nationaliser à 100%, et ça serait voilà, enfin, ça n'entraînerait pas de conséquences forcément bénéfiques pour tout le monde. Il y a aussi la question du statut du fonctionnaire, parce que si on veut des services publics qui répondent à l'intérêt général, il faut que les agents soient déconnectés en fait de cet intérêt général. Alors je dis statut du fonctionnaire, mais en fait statut spécial en réalité. C'est-à-dire ce qu'il faut, c'est que les agents qui ont pour mission l'intérêt général ne soient pas soumis et aux pressions économiques, mais aussi aux pressions politiques du gouvernement. C'est-à-dire que le but d'un fonctionnaire, et d'ailleurs c'est tout le problème là actuellement qu'il y a dans la police avec les manifestations, ils doivent servir l'État, c'est-à-dire l'outil que les citoyens français doivent pouvoir contrôler, mais absolument pas au service d'un quelconque gouvernement. Et leur but, c'est pas que le gouvernement soit réélu la fois d'après. Enfin, c'est pas comme cela qu'on fait ce service public. Je prends notamment la direction générale des finances publiques, où on voit très bien quel intérêt les citoyens ont à avoir des agents indépendants des pressions de l'État si on veut une égalité fiscale. Et cette égalité fiscale qui est battue en brèche du reste par le gouvernement de deux manières. L'un en sanctionnant des agents qui agissent dans l'intérêt général, c'est le cas d'Anthony Smith, inspecteur du travail, c'est le cas du personnel de l'éducation nationale qui ont été sanctionnés parce qu'ils ont participé à des manifs et dit que la réforme Blanquer n'allait pas. C'est cette infirmière qui est sanctionnée pour manifester, en plus d'être arrêtée, donc elle a retrouvé heureusement son emploi récemment. Mais donc c'est tout un panel de sanctions qui frappent des fonctionnaires sous quelque prétexte que ce soit, parce qu'ils essaient de contrer la politique gouvernementale, parce qu'ils estiment, et à juste titre, que c'est contraire à l'intérêt général, et ils en ont même le devoir constitutionnel. C'est-à-dire qu'à la Libération, si on a pu juger des fonctionnaires, c'est qu'on estime qu'un fonctionnaire, s'il applique un ordre illégal, est responsable individuellement de cet ordre illégal qu'il applique. Donc c'est lourd de conséquences, y compris individuellement. Ce statut, il n'est pas fait pour protéger les fonctionnaires en réalité, il est fait pour protéger les citoyens, protéger l'égalité. Et donc, c'est important que la gauche, dans son ensemble, et la gauche et le mouvement social, portent la revendication de ce statut qui est attaqué. Alors, il est attaqué en plus pas de manière frontale, mais de manière latérale. C'est qu'évidemment, si on disait demain, tous les fonctionnaires vont perdre leur statut de fonctionnaire, il y aurait une levée de bouclier. On ne fait pas ça. On dit, bon, il y a des fonctionnaires, ils ont un statut. Maintenant, on va pouvoir embaucher sous contrat privé n'importe qui dans l'ensemble des emplois publics. Et donc, forcément, on est en train de détruire cette notion-là. C'est valable pour les fonctionnaires, c'est valable aussi pour les statuts spéciaux. Je pense aux cheminots. Un cheminot aujourd'hui, enfin, je vais dire hier, mais en tout cas, un cheminot qui était embauché hier peut aujourd'hui refuser de faire partir un train s'il y a un problème de sécurité. Demain, il ne pourra plus, ou en tout cas, ça sera plus dur pour lui parce qu'il risquera de perdre son job. Aujourd'hui, au moins, il est sûr de garder son emploi, même s'il aura des pressions de sa hiérarchie de plus en plus prégnantes. Donc, je crois que j'ai été déjà un petit peu long.
Ce que je veux dire simplement, pour finir, c'est sur la modernité de la notion de service public. Donc, je l'ai dit, l'égalité femmes-hommes nécessite des services publics là-dessus, la question environnementale aussi. La question environnementale, comment voulez-vous qu'on impose à des sociétés des normes environnementales s'il n'y a pas d'outils publics pour mener ces politiques publiques qui vont à l'encontre des intérêts économiques des entreprises? C'est pas possible, ça n'existe pas. Le droit du travail, j'en ai parlé. L'aménagement du territoire qui a été abandonné, et abandonné en plus, y compris par les gouvernements de gauche, doit retrouver ses lettres de noblesse. C'est pas normal qu'il existe les métropoles et qu'ailleurs il n'y ait plus rien. Si le but politique, c'est uniquement de satisfaire les milieux économiques, le politique n'a qu'à disparaître, ne plus exister. Ce sera la manière la plus efficace de laisser l'économie se développer dans la loi de la jungle, et ne subsistera que la multinationale la plus forte. Et d'ailleurs, cela se produira très rapidement, parce qu'un grand nombre en réalité de multinationales et de grandes entreprises ne tiennent que sur fonds publics. Donc, au moins, elles seraient confrontées à leurs contradictions. Il y a aussi un gros problème sur la formation professionnelle et l'orientation qui sont privatisées. On en reviendra peut-être dans le débat, mais c'est réellement un véritable sujet, notamment avec la crise de Covid, qui fait que nombre de jeunes vont se retrouver dans les mois à venir sur le carreau. Et il y a évidemment, donc, comme ça doit s'adapter aux besoins de la société, des problématiques nouvelles. Le problème de démocratisation qu'il faut se poser sur les services publics. Jusqu'à quel point, qui peut avoir son mot à dire, comment les élus locaux peuvent intervenir sur les services publics nationaux dans leur présence dans le territoire. Ce n'est pas normal que la Poste, seule, parce que l'État la laisse faire, décide ou non de fermer une poste sans que ni l'État ni les élus locaux n'aient leur mot à dire. Il y a aussi le champ des services publics à élargir. On pense au logement, on pense à l'eau, etc., etc. On pense aussi à l'alimentation. Si on veut une alimentation de qualité et des circuits courts, il faut bien des gens qui organisent ça et qui contrôlent les mesures sanitaires qui sont prises. Alors, ça peut s'appuyer du reste sur des services publics existants, mais en tout cas, le champ des services publics est plutôt appelé, me semble-t-il, au vu des besoins qu'exprime la société, à s'étendre, au lieu de se refermer, à se restreindre comme peau de chagrin. Donc, les services publics, en fait, sont essentiels à toute république laïque et sociale que l'on souhaite développer. Elles permettent aussi, et c'est un concept, à mon avis, parce que beaucoup en ce moment commencent à parler d'unité de la gauche et d'unité de l'ensemble du mouvement social pour pouvoir peser dans la direction de la société, dans les choix de société. Et c'est un concept qui peut réunir, qui peut fédérer l'ensemble du mouvement social, me semble-t-il. C'est dommage d'ailleurs que ce ne soit pas au cœur des revendications du mouvement social, parce que c'est vraiment quelque chose qui peut le fédérer. Et en plus, ce qu'on a vu, il y a eu des élections, donc ça n'a échappé à personne, qui viennent d'avoir lieu. Et un des phénomènes de cette élection, c'est l'abstention, mais j'allais dire de manière réelle, c'est l'abstention dans les milieux populaires qui ne fait que se confirmer. Hein. Ça fait 12 ans qu'on est à 60-70% dès les premiers tours des municipales dans les quartiers populaires. Aujourd'hui, on est plus à 70-80%. Donc le phénomène s'amplifie, c'est-à-dire qu'il y a une brisure entre le mouvement social et la gauche politique et les milieux populaires, alors que ces gens-là devraient irriguer le milieu populaire. Et on en a eu la démonstration du reste avec les Gilets jaunes qui se sentent exclus. Et la notion de service public rassemble tout le monde. Rassemble les Gilets jaunes, rassemble les gens des quartiers populaires qui n'ont plus de services publics à disposition, rassemble les personnes dans la ruralité qui se trouvent démunis, plus d'hôpitaux, enfin Michel en parlera mieux que moi, plus d'hôpitaux, de maternités, plus de postes, plus d'agences EDF, GDF, etc., etc. Et donc c'est un élément fédérateur et c'est une raison supplémentaire pour les développer. Voilà, excusez-moi d'avoir été peut-être un peu long. Merci Michel. Pour aller dans le sens de ce que tu indiquais, des services publics vecteurs et outils des droits réels, j'attire simplement l'attention de notre auditoire sur le fait que, et ça a été évoqué dans notre webinaire du 1er mai sur les relations sociales en période de crise sanitaire, c'est que la suspension des juridictions prud'homales pendant la crise sanitaire, sauf les référés de situation d'urgence, a fait que de nombreux entrepreneurs, patrons d'entreprise ou entreprises, considérant qu'il n'y avait plus de risque d'être sanctionnés dans l'immédiat, en fait, se sont considérés comme ne devant plus respecter
tout simplement le code du travail, et en particulier l'obligation de sécurité de l'employeur sur son salarié. Et un des avocats qui était intervenu nous avait expliqué que comme la menace juridictionnelle n'existait plus, il devait avoir recours à d'autres moyens, et qui en fait étaient ce qu'il appelait lui-même des moyens d'intimidation ou des moyens de pression, c'est-à-dire passer par les médias, etc. Et donc en fait, ce service public particulier qui était suspendu, hein, a rappelé une des raisons aussi de la médiation publique dans les rapports privés, pour en fait les pacifier et en extraire une certaine violence, puisqu'il était, lui, avocat, obligé d'avoir recours à des procédures d'intimidation médiatique pour, je le rappelle, que des droits des salariés soient respectés par des entreprises qui ne les respectaient pas. Je vais donner la parole à Michel Leflon. Michel, tu as la parole. Oui, bonjour à toutes et tous. Euh, sur le service public de santé, parce que c'est bien de ça dont il faut parler, euh, les soignants ont été applaudis largement pendant toute la période du confinement. Et il ne faut pas l'oublier parce que s'ils ont joué ce rôle, c'est dans des difficultés extrêmes, parce que l'épidémie n'est pas arrivée dans un climat serein pour l'hôpital, mais bien dans un contexte de crise aiguë, comme en témoignent les mobilisations massives, en particulier depuis l'été dernier avec la grève des personnels des urgences qui s'est généralisée dans d'autres services après, et un certain nombre de mobilisations, en particulier le 14 novembre, je parle d'avant l'épidémie. Bien évidemment, les personnels ont tout mis en œuvre pour prendre en charge les gens qui arrivaient à l'hôpital avec le Covid, mais très clairement, ils n'ont pas été aidés par les administrations pour diverses raisons, y compris il y a eu, pour être sûr qu'on puisse en avoir jusqu'au bout, une gestion nationale de stock d'un certain nombre de matériels, les masques, les tenues de protection, etc. Alors, il en manquait, mais en plus, on les stockait pour que les personnels puissent en avoir dans 15 jours, dans un mois, et ne les aient pas tout de suite, ce qui a entraîné des contaminations massives. Les personnels se sont organisés pour prendre en charge tous les patients. Ici, il y a eu autant de lits de réanimation ouverts. C'est bien parce que ce sont les médecins, les infirmières qui ont su s'organiser pour trouver où installer de nouveaux services où c'était possible en fonction des conditions existantes, dans des salles de réveil, etc., etc. Ils n'ont absolument pas été aidés par les administrations qui étaient dépassées par la situation. Et le constat des soignants actuellement, c'est on nous a foutu la paix pendant l'épidémie, ça nous a permis de nous organiser comme il faut. Maintenant, on revient à la situation antérieure, c'est-à-dire qu'on nous demande de justifier la moindre chose et de remplir des tableaux Excel pour un oui ou pour un non. Ceci dit, ça montre la situation de l'hôpital qui est le résultat d'un certain nombre de facteurs. La volonté de tuer le service public hospitalier parce qu'il y a de l'argent à faire sur les soins à condition de les marchandiser d'une manière correcte. Et on voit bien, y compris le développement de l'hospitalisation privée depuis 20 ans, qui s'est transformé. Puisque là où on avait des cliniques tenues par des médecins, nous avons maintenant des cliniques qui appartiennent à des fonds de pension et à un certain nombre de grands groupes cotés en bourse, avec des montages financiers extraordinaires, de faire disparaître de l'argent qui vient de la sécurité sociale, puisque c'est comme ça que pour abonder les actionnaires. Ça, c'est
la forme la plus visible de la privatisation des soins. Il y a aussi un certain nombre de formes rampantes à travers des partenariats publics où on loge dans l'hôpital une maternité privée, un service de chirurgie privé, en leur faisant payer un loyer qui ne correspond absolument pas aux charges que cela peut représenter et qui permettent effectivement de conserver un certain nombre de profits dans le privé et de mettre en déficit les hôpitaux. Et puis, il y a des sous-traitances, quelque chose de caricatural, c'est Apital, c'est une conciergerie qui s'installe dans les halls des hôpitaux et qui est chargée, y compris de récupérer le paiement des chambres particulières, puisque de plus en plus dans les hôpitaux et depuis la crise du Covid, c'est devenu quasiment une règle. Il y avait de plus en plus de chambres individuelles déjà, et les gens qui ne souhaitaient pas de chambre individuelle, ils ne voyaient pas pourquoi ils les paieraient. Donc les infirmières hésitaient à leur demander de payer, et donc quelqu'un d'extérieur de l'hôpital qui n'est pas justement, qui n'appartient pas au service public, il n'a aucun état d'âme à demander aux familles, y compris aux familles de quelqu'un qui vient de décéder, de payer le supplément chambre particulière parce qu'il est du privé. Je dis ça parce que ça montre, y compris, l'importance de tout garder dans le service public et dans l'optique que Michel a décrit avant, de gens qui n'ont comme seul but que l'intérêt privé. Il y a une volonté de privatisation, et y compris pendant la crise du Covid, il y a une note de la Caisse des dépôts et consignations qui est sortie sur l'avenir de l'hôpital et qui propose un certain nombre de montages financiers extrêmement complexes qui visent également à la privatisation. Deuxième aspect qui a largement conduit à la crise de l'hôpital, c'est bien la volonté d'économie. Une volonté d'économie très forte là on n'est pas sur le budget de l'État, on est sur des financements qui pour leur majeure partie viennent de la sécurité sociale, de nos cotisations, du travail des salariés. Et on a complètement perdu ce qui existait en 1945 au moment de la création de la sécurité sociale, la gestion par les salariés. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les raisons de la volonté d'économie, mais les dépenses d'assurance maladie. C'est bien évidemment, parce que ça sort peut-être un peu du cadre des services publics, c'est bien évidemment la volonté de diminuer le coût du travail, mais en fait de diminuer le coût du travail, c'est surtout d'augmenter le coût du capital et de permettre aux entreprises, à travers différents mécanismes, de profiter de tout ça. Et le dernier exemple en date, c'est Sadi, qui, pendant la crise, a versé 4 milliards à ses actionnaires, ce qui n'empêche pas qu'il a reçu 1,5 milliard d'euros en quelques années au titre du CICE. Tout ça qui contribue à ce qu'il y ait moins de cotisations, moins de rentrées au niveau de la sécurité sociale. Je pense que dans un deuxième temps, on pourra venir aux propositions, finalement, parce que c'est bien évidemment ça. J'ai dit un mot sur la sécurité sociale et la fin des élections des administrateurs de la sécurité sociale, qui est quand même très ancienne maintenant. Je crois que véritablement la crise a montré l'importance d'une démocratie dans l'ensemble du fonctionnement des services publics,
je l'ai dit, si les hôpitaux ont réussi à faire face, très mal d'ailleurs, parce qu'ils n'avaient pas les moyens, mais s'ils ont réussi à faire face à cette crise, c'est bien parce que les soignants se sont organisés eux-mêmes et ont organisé eux-mêmes leur travail. Or, ce droit d'organiser leur travail, on veut leur retirer parce que le but, c'est bien qu'il n'y ait pas de voix discordantes pour réclamer des moyens dans les hôpitaux. Il y a actuellement le Ségur de la santé, qui est une grand-messe médiatique que le gouvernement a lancée pour répondre au mécontentement des soignants et de la population sur les questions de santé. On en est pour l'instant à quelques avancées, mais c'est plutôt des miettes et pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait sur les salaires. Et le refus complet de parler d'autre chose. Et en termes de droit pour les salariés d'intervenir dans la gestion de leur travail, en l'occurrence à l'hôpital, là, tout ce qu'on propose, c'est que le président de la CME, qui est le médecin qui est élu pour la CME, c'est la commission médicale d'établissement, pour représenter ses collègues, ait effectivement un peu plus de pouvoir qu'actuellement à côté du directeur. Or, ce qu'il faut savoir, c'est que précisément déjà actuellement, les médecins qui s'expriment dans les hôpitaux ne peuvent pas véritablement le faire et que tout est fait pour que les petits soient bien d'accord avec la direction de la gestion. Et de toute façon, on leur fait un chantage extraordinaire sur si vous n'acceptez pas ça, ben vous n'aurez pas de moyens dans votre service. Donc vous voyez tout de suite, je peux donner un exemple très très concret, y compris de proximité dans les Ardennes. Le chef de service du pôle maternité pédiatrie souhaite fermer la maternité de Sedan, qui est un autre hôpital à 20 km, parce qu'on lui a effectivement promis un certain nombre de choses en échange, et c'est comme ça qu'il y a un certain nombre de services de proximité qui ont fermé. Donc, il y a besoin effectivement de renforcer les droits d'intervention des salariés, des médecins et de l'ensemble des personnels à travers des pouvoirs de leur conseil de leur CTE. Mais il y a aussi besoin que les usagers aient des droits nouveaux. Et nous, au niveau de la coordination nationale, on réclame qu'il puisse y avoir dans chaque bassin d'emploi, bassin de vie, une conférence, alors on peut donner le nom qu'on veut, qui détermine quels sont les besoins de santé, qui travaille effectivement avec les élus et les professionnels, parce que c'est dans cet ensemble, mais c'est aussi le travail ensemble, élus, personnels et usagers, c'est le fondement des comités de convergence et de la coordination. C'est ça, et pour établir les besoins et voir comment on fait en sorte qu'on y réponde, avec bien évidemment la même chose au niveau régional pour essayer de faire une synthèse des besoins et de répartir au niveau des régions. Et il faut aussi que les usagers aient une nouvelle représentation dans les hôpitaux, ainsi que les élus d'ailleurs, puisque avec la loi HPST de Roselyne Bachelot, les conseils d'administration des hôpitaux sont devenus des conseils de surveillance, c'est-à-dire qu'y compris les élus n'ont quasiment plus leur mot à dire, ils subissent ce qu'on leur dit. Donc il faut absolument qu'on reprenne des pouvoirs à la fois pour les élus, les usagers, sur la gestion des hôpitaux et de l'ensemble du système de santé. Et je crois que là-dessus, il y a y compris des débats à avoir sur comment est-ce qu'on représente les usagers. C'est y compris pour ça que le retour à des élections de la sécurité sociale, aux administrateurs de la sécurité sociale serait importante.
Mais parce que pour l'instant, les quelques usagers qui siègent dans les instances sont désignés par l'ARS, c'est-à-dire que pour prendre un exemple très concret, dans mon département où les hôpitaux ont fusionné au 1er janvier et où donc il y a eu de nouvelles instances de décider, le responsable de l'ARS dans les Ardennes nous a dit carrément, ce ne sera pas quelqu'un du comité de défense, vous me cassez les pieds. Voilà rapidement ce que je voulais dire, je n'avais pas préparé. Hein. Alors c'est parti un peu dans tous les sens. Merci Michel. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Il suffit que vous leviez la main et je vous donne la parole pour intervenir sur cette première partie de diagnostic. Alors Michel, alors on n'a que des Michel. Alors Michel Capala, vous avez la parole. Oui, moi voilà, je ne serai pas très longue parce que Arnaud, donc vous avez déjà abordé la question de la Poste en introduction. Michel Jalamion aussi l'a abordé. Il se trouve que je suis postière, donc c'était à ce titre principalement que je souhaitais intervenir. Voilà, je suis aussi syndicaliste. La Poste, c'est l'exemple flagrant, entre autres, effectivement, comme vous l'avez signalé au début de cet entretien. On l'a bien vu au début du confinement, quand la Poste ayant décidé, toute seule d'ailleurs, malgré ses dires, de réduire drastiquement le nombre de jours et de distribution du courrier, on a bien vu effectivement tout de suite l'impact que ça a eu sur la population, sur les élus locaux qui sont montés au créneau à juste titre. Voilà, on a vu tout de suite, du coup, là, c'est devenu très émergent et très évident pour beaucoup de monde que les services publics, et notamment celui qui devrait être dispensé par la Poste, au vu de ce qu'on a pu connaître, sont quelque chose d'effectivement évident et qu'on a du mal à masquer, du coup, maintenant, un petit peu tout ce qui a pu se faire depuis la privatisation, effectivement, depuis les années 2000, avec le fait que la Poste soit maintenant une société anonyme. Voilà. Donc, la défense des services publics passe aussi par, dans un second temps, effectivement, la réflexion sur comment on rétablit la pérennité des services publics qui existent encore en termes de services publics, je dirais, comme administration, et comment on fait pour revenir à un vrai service public, comme par exemple la Poste ou France Télécom, enfin Orange. Quand je suis entrée au PTT, moi, donc mon contrat, je l'avais passé avec les PTT et avec l'État, pas avec la Poste d'aujourd'hui. Voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, hein, la Poste, avec deux actionnaires principaux, l'État et la Caisse des dépôts et consignations, sachant qu'au tout début du confinement, hein, de la crise du Covid, le rapport de force entre les deux actionnaires a basculé au profit de la Caisse des dépôts. Voilà. Ça, je crois qu'il y a un certain nombre d'éléments qui me poussent à dire qu'il faudra être très vigilant, effectivement, dans la défense de cette partie-là des services publics. Voilà. Je vais laisser la parole maintenant. Je vais vous la redonner parce que ce serait intéressant que vous nous, si vous en êtes d'accord, vous partagiez avec nous l'expérience en tant qu'agent postal de la crise sanitaire. Comment ça s'est passé concrètement pour vous, pour votre service, pour les postiers que vous connaissez. Je pense que ça a un intérêt pour tout le monde, en fait, tout simplement. Ouais. Ça a été, la gestion de la crise a été, je dirais, comment dire, assez disparate sur l'ensemble du territoire national. Les instances CHSCT, quand elles, à quelque niveau que ce soit, parce que les niveaux de déconcentration sont différents suivant les directions, suivant les métiers, mais enfin les instances n'ont pas toujours été, comment je dirais, elles ont été réunies, mais bon,
c'était pas forcément très efficient. Au tout début, il faut dire que l'équipement, notamment hein, en termes de protection, a été quand même. Alors après, évidemment, suivant les services, hein, c'est toujours pareil. Moi, je suis sur le département de l'Allier, sur les centres dans l'Allier. A priori, on n'a pas eu trop de problèmes, mais bon, je sais que par endroits sur le territoire, au tout début, c'était très compliqué parce qu'il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gel. Les collègues facteurs, notamment, se voyaient distribuer une bouteille d'eau et du savon pour pouvoir, voilà, alors pour pouvoir se nettoyer les mains quand on est en tournée. Que ce soit en voiture ou à vélo et dans la campagne, dans la nature et autres, même en ville, c'est pas quelque chose de très pratique. Ensuite, donc, l'entreprise donc avait édicté et dicte toujours d'ailleurs hein, des mesures localement dans les bâtiments des mesures sanitaires de circulation, par exemple, pour éviter que les collègues ne se croisent, des mesures dans le même but donc de modification des horaires de travail, de prise de service et de fin de service. Tout ça sans consultation des instances, bien entendu. Enfin voilà, et des mesures qui n'étaient pas toujours applicables parce que c'est pareil, sur le territoire, les bâtiments sont très disparates. On passe de structures très importantes, structures industrielles, où là, c'était peut-être pas trop compliqué de faire des couloirs de circulation. Je dis bien peut-être pas trop compliqué, mais dans certains endroits, des bureaux de campagne, ou parfois quand le facteur est amené depuis quelques mois à travailler, même dans un local qui s'apparente à un garage, il est bien évident que là, les mesures édictées ne pouvaient pas être observées. Enfin, moi, je me suis même entendu dire en réunion avec un chef d'établissement que bah, du coup, on faisait appel à la bonne conscience des collègues. Oui, certes, certes. Mais enfin, je lui ai rappelé que c'était le rôle de l'employeur quand même de mettre en sécurité ses salariés. Voilà. Donc, ça a été compliqué. Ce qui a été compliqué aussi et qui l'est encore, c'est que, par exemple, on n'a eu aucune visibilité sur les cas soit suspectés, soit avérés de collègues ou d'entourage malade. Donc, ce qui fait que du coup, ça donne aussi un sentiment d'insécurité décuplé au sein des collègues qui pour le coup, se sentent encore plus en insécurité. Voilà, globalement, ce que je peux en dire, pour répondre à la question, j'espère y avoir répondu le plus complètement possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur le bilan et le diagnostic? Jean-Luc? On ne t'entend pas, Jean-Luc. Normalement, c'est bon là. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Le premier élément, bonsoir à tous, concernait l'intervention de M. Jalamion sur la question des missions de service public. Ce qui est patent, et si on prend l'hôpital en exemple, c'est qu'il y a une recentration de la mission de l'hôpital sur des objets d'extrême urgence, c'est-à-dire que l'hôpital se recentre sur la question des urgences, bien évidemment, la question des maternités, la question de la médecine générale, et laisse le champ au privé sur tous les aspects, on va dire, un peu plus à haute valeur ajoutée. Et ça, c'est une généralité qu'on peut déduire de toutes les réformes qui affectent les services publics sur les territoires. Il y a un deuxième élément plus profond, deuxième trajectoire, c'est celle de la nouvelle gestion publique qui consiste, pour le management globalement, de s'immiscer dans des questions qui sont des questions d'ordre professionnel, de reformater la façon dont les hommes et femmes de métier sont qualifiés, de remettre en cause la façon de travailler et de substituer
aux qualifications des certifications avec des obligations de chronométrage, de reparamétrage qui changent profondément la façon de travailler et la nature même et les objectifs même de l'activité professionnelle. Quelle est la part de ce dernier aspect-là dans la déstabilisation finalement et dans une forme de fragilisation accrue des personnels des services publics? Merci Jean-Luc. Quelqu'un veut répondre? Michel Leflon? Oui, ben, quelques mots. Je pense que sur les questions du privé et du développement de l'hospitalisation privée, il y a effectivement des choix qui ont été faits, qui sont y compris des choix gouvernementaux de favoriser l'activité privée à partir du moment où a été mise en place la tarification à l'activité, qui a été un instrument de mise en concurrence du public et du privé, mais non seulement de mise en concurrence du public et du privé, mais de favoriser le développement de ce qui était le plus simple dans le privé, puisque les tarifs qui sont décidés tous les ans sont à la fois faits pour rentrer dans l'enveloppe fermée votée par le Parlement dans la loi de financement de la sécurité sociale, mais sont aussi des tarifs qui sont fonction des politiques choisies. C'est-à-dire qu'il y a des échelles de coûts qui ont été faites. On sait par exemple qu'un accouchement simple, ça coûte tant, en gros, en moyenne, à un établissement. On n'a pas payé ces accouchements simples à la hauteur de ce que ça coûtait à l'hôpital. On les a payés en dessous, ce qui a contribué à la fermeture des maternités où il y avait le moins d'accouchements parce que ce n'était pas rentable. Mais on a aussi surévalué par contre un certain nombre d'actes qui étaient couramment faits dans le privé et ça a contribué à un développement justement de ces actes-là dans le privé. Tout ce qui est endoscopie digestive, par exemple, qui se faisait déjà pas mal dans le privé, ça a été bien payé et ça n'a pas été remis en cause, donc le privé s'est engouffré là-dedans. Mais il s'est aussi engouffré dans des actes de cardiologie interventionnelle parce que c'est standardisé, c'est relativement simple, de même qu'un certain nombre des prothèses de genoux, d'épaules, de hanches, etc. Et il y a eu des choix qui ont été faits à travers ces tarifs, bien de développer le privé. C'était ce que je voulais ajouter comme commentaire à ce qui a été dit. Merci. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Eh bien, Françoise, vous avez la parole. Oui, je viens tout juste de me connecter correctement parce qu'ils ont un nouveau système là sur Facebook et je n'avais pas tout capté. Donc, moi, je voudrais intervenir un petit peu plus globalement, mais sur des services publics au niveau local. Moi, je suis assez scandalisée de voir à quel point ces services publics sont menés dans la mesure où on promet des choses. Tu m'entends, Arnaud? Oui, très bien. Oui, je suis outrée de la façon dont les services publics sont… Oui, c'est bon, je peux y aller? Et bien sûr. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'ils promettent ou ils accordent et ils n'ont aucun scrupule par la suite à dire eh ben, il y aura pas du tout ce qu'on vous a promis, etc. Moi, je suis, en particulier, il y a plusieurs choses qui sont passées avec la Poste, qui dans le 92 a eu. Comment? Non, vas-y, continue. Après 15 mois de grève, ils ont réussi à obtenir pratiquement tout ce qu'ils voulaient, les facteurs. Et là, juste avant le Covid, toutes les semaines, on leur répétait que de toute façon, après les élections municipales, on supprimerait le bureau de poste qu'il y avait dans mon quartier. Voilà. Un groupe scolaire Flasha qui, au mois de septembre,
avait des classes qui devaient être supprimées et donc là, il y a Adrien Taquet, qui est ministre, secrétaire d'État aujourd'hui, qui a fait le nécessaire pour qu'aucune classe ne soit supprimée. Et dans les faits, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de concordance entre ma voix Si, on t'entend très et bien. mon image. On t'entend très bien. J'entends ce que j'ai dit il y a 2 minutes là. Hein. Mais c'est parce que tu es connecté sur Facebook en même temps. Ah bon? Ben, c'est-à-dire que je ne sais plus trop. Pas grave, non, mais on t'entend en direct, continue. D'accord. Continue. Voilà. Donc, ce groupe scolaire, finalement, il a été décidé il y a quelques jours qu'il y a une classe qui serait supprimée. Alors, ce que tu veux dire, c'est que c'est au niveau des services publics locaux, c'est-à-dire par la municipalité, ou est-ce que c'est les services de l'État déconcentrés qui promet des choses qui ne sont pas respectées? Oui, tout à fait. Et c'est pareil dans une crèche municipale qui a été vendue. C'est pareil aussi avec la SNCF, les grandes lignes dont ils veulent supprimer la. Oui, il y a de tout, si tu veux. C'est surtout les locaux où on est conservé, sauf la SNCF, que c'est les. Oui, vas-y, continue, on t'entend. Voilà, et donc la SNCF, c'est pareil, la gare, l'espace grande ligne devait être supprimé, mais là, on voit qu'il recule et qu'il n'ose pas aller jusqu'au bout. Donc, moi, il me semblerait assez impératif, surtout dans le cadre des présidentielles, pour renforcer les services publics et pour éviter ces abus, comme disait cette dame là tout à l'heure, Michel, qui est la possibilité de revoir des élus dans les instances décisionnelles et aussi des citoyens, des usagers. Parce que là, on se bat contre des moulins à vent. Souvent, on n'est pas au courant et les choses sont décidées complètement en dehors de nous. Là, il faut trouver un système au niveau des présidentielles pour faire des propositions qui puissent rentrer dans leurs failles à eux. Voilà. Merci. En fait, pour faire la transition avec ce que vient de dire Françoise, peut-être qu'on pourrait passer à la partie propositionnelle de notre entretien de ce soir. Michel Jalamion, tu veux prendre la parole, Michel? Oui, je veux bien. Tout à l'heure, en fait, je voulais juste poser une question à Michel Capella, mais elle pourra le faire après. Mais j'avais vu sur Twitter qu'il y avait en effet à Nanterre justement une tentative de réorganisation en fait des tournées pour la réduire à 4 jours. Et donc une sorte de, enfin, ils essayaient de profiter du Covid pour en fait diminuer justement le nombre de jours de tournée. Et donc le tribunal de Nanterre a refusé. Évidemment cela. Donc, il y a aussi des administrations qui ont profité du Covid, bien évidemment, pour faire des réorganisations et ils espèrent proroger de toute façon ces organisations après le Covid. Alors, au niveau des propositions, alors, j'allais dire qu'en effet, la proposition principale, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a des gouvernements successifs depuis 20 ans qui, en effet, déstructurent les services publics dans le seul but de faire ce que tu as dit, Arnaud, et ce que tu as dit, Michel Leflon, dans le seul but de donner des marchés en réalité au privé. Donc, ils veulent donner tout ce qui est rentable au privé et l'État, mais c'est-à-dire l'État, c'est nous, quoi, pour paraphraser quelqu'un. Et l'État, c'est vraiment nous, c'est vraiment les citoyens, c'est nous qui le finançons. Et en réalité, c'est nous qui payons. C'est-à-dire que nous, on aurait tout ce qui est à charge. Donc, une partie de notre travail servirait à payer la charge sans qu'on ait le bénéfice de certains exercices. Pour les hôpitaux, il y a la T2A. Pour la Poste, c'est le niveau des colis et le type de colis et de lettres. Pour la SNCF, c'est certaines lignes qui sont rentables et qui vont être ouvertes à la concurrence, pendant qu'évidemment, celles qui seront non rentables, nous voudrons en parler. C'est France Télécom qui, enfin, excusez-moi Orange, mais qui a une partie du fonds des services universels qui est payée évidemment par nos impôts et qui sert à entretenir les lignes là où elles ne sont pas rentables pour le privé, etc., etc., etc. Et donc, en fait,
on partage en deux la poire, c'est-à-dire ce qui est rentable au privé, ce qui n'est pas rentable au public. Et donc, ça leur convient par contre très bien. Donc, un petit mot sur les urgences. Les urgences, ils n'entendent pas les développer. Enfin, là où on a des urgences sur le territoire, elles sont dans un état assez catastrophique et elles ne tiennent que par la volonté des agents des hôpitaux, y compris, j'allais dire, dans des petites villes comme Paris. Voilà, c'est-à-dire que quand on va à l'hôpital Tenon à Paris, les chaises sur lesquelles on s'assoit quand on a la famille aux urgences, c'est la personne qui tient les urgences qui les a apportées de chez lui. Enfin, c'est une réalité dans les services hospitaliers et on passe sur les draps, etc., etc. Ça atteint, disons, la rationalisation atteint un tel degré qu'elle en est difficile. Et je rajoute, parce que c'est pour répondre quand même à la question qui a été posée par Jean-Luc sur comment le vivent les agents. Les agents le vivent très mal, mais surtout parce qu'ils ont des objectifs qui sont incohérents avec les moyens qu'on leur donne. Et donc, ça peut aller jusqu'à France Télécom, à des suicides ou à la Poste également. C'est-à-dire, lorsque vous donnez des objectifs à des gens, mais vous ne leur demandez pas les moyens de les atteindre et que vous les rendez personnellement responsables. Moi, je me souviendrai toute ma vie de cette pauvre infirmière qui a fait un acte médical qui a entraîné la mort parce qu'elle n'en pouvait plus, elle était malade, elle s'est sentie obligée d'aller au boulot en état malade parce qu'il manquait des personnes dans le service. Et en plus, elle est pénalement responsable et la hiérarchie ne la couvre absolument pas, ne prend pas sa part de responsabilité. On est quand même dans une situation assez terrible. Donc, face à ça, que faire? Donc, une des solutions, en effet, ça a été dit, notamment par Michel, c'est il y a un triptyque, les élus, les usagers et le personnel. Donc, ça serait bien qu'on arrive à les unir ensemble dans les mouvements sociaux, ça serait pas mal. Mais en tout cas, ces gens-là ont leur mot à dire. Ce n'est pas normal, ce que j'avais dit en partie dans mon intervention, que les élus n'aient pas un droit de regard de ce qui se passe sur leur territoire, parce qu'il faut qu'on trouve absolument des cadenas pour empêcher les gouvernements nationaux au sommet de l'État de faire de l'État ce qu'ils veulent et donc de détruire les services publics alors qu'ils sont censés servir l'État, servir la population et donc développer ces services publics. On a réussi à mettre un verrou historique, le CNR, sur la sécurité sociale en permettant que ça soit au départ tenu par les organisations syndicales. Ce verrou a rapidement sauté puisque c'est le paritarisme qui s'est installé, mais on sent bien aujourd'hui que si la Sécu, on l'a donnée aux parlementaires, en 3 jours, l'affaire est pliée et les macronistes l'auraient détruite. Donc, on voit bien qu'un verrou a été mis. Après, idéologiquement, on peut toujours se dire, oui, vu le budget, ça serait bien que les représentants de la nation, mais bon, il faut avoir le sens des réalités. C'est-à-dire que ce budget-là, il est sauvegardé parce que ce ne sont pas, hélas, et j'en suis premier mari, les élus de la nation qui le font, parce que ce n'est pas les élus de la nation. Dans la 5e, avec le quinquennat, ce sont les élus du président de la République. Et il faut qu'on ait ça en tête. Donc, on a affaire à un exécutif et à la majorité parlementaire qui, de toute façon, veulent détruire ces services publics. Donc, il faut mettre un verrou. Demain, j'espère, ce qu'a dit la copine, évidemment, que la gauche progressiste reprendra le pouvoir et réussira à créer une politique alternative. Mais au cas où elle ne le garde pas pendant 5 siècles, il faut mettre des verrous. Et je pense qu'un des verrous principaux, c'est justement l'émission de ces élus locaux qui sont pressurisés par l'État. Ce sont les usagers. Donc là, il faut discuter notamment aussi avec les organisations syndicales, parce qu'il ne faut pas faire comme si ce débat était facile à mener. Notamment, il faut distinguer ce qui est du service régalien, c'est-à-dire, par exemple, c'est hors de question que les usagers aient leur mot à dire sur les modalités de contrôle, par exemple, des impôts. Ce serait stupide. Par contre, que ça se fasse dans le respect de leurs droits, qu'on leur envoie les courriers recommandés en temps et en heure et pas des lettres simples qui n'arrivent jamais, ça fait partie des choses où les usagers ont leur mot à dire. Donc, les usagers ont des droits et ça, ils doivent intervenir dans ce champ-là. Idem à la Poste. Voilà, donc il faut voir qu'est-ce qui relève de la politique qu'on pourrait qualifier de publique et ce qui ne revient pas. La deuxième chose, c'était dit par, je crois, Michel Capala, mais en tout cas, ou par Michel Leflon, je ne sais plus, mais en tout cas, il faut revenir sur des privatisations qui ont eu lieu. Il faut refaire des choses qui sont parties au public, je pense notamment à Orange, où il faut ramener dans le domaine public, mais pas que. Il y a des entreprises publiques, la Poste à 100% publique, qu'il faut ramener aussi dans le giron public, parce qu'aujourd'hui, lorsque moi j'avais rencontré le cabinet de Lebranchu, on arrive, on explique que financièrement ça coûte une blinde et à l'État et aux collectivités locales de pallier le manque des services publics, mais ils te disent, bon, bah, allez voir le Conseil national de la Poste, ce n'est pas nous qui décidons. Alors que ce sont eux qui nomment le Conseil, évidemment, national de la Poste. Et donc, on en est là avec des politiques qui ont abandonné cette mission. Donc, il faut absolument faire quelque chose. Ce n'est pas normal que les élus soient contrôlés par la Cour des comptes et que les élus n'aient pas le droit de contrôler les services publics qui agissent sur leur territoire. Donc là aussi, il faut donner les moyens, comme la Cour des comptes peut
peut auditionner des collectivités locales, il faut que les collectivités locales puissent auditionner, me semble-t-il, les services publics, et ça, c'est quelque chose à étudier et à développer. On avait parlé au niveau de la convergence, il y a un moment, de développer des sortes de maisons de l'usager, qui seraient des regroupements qui seraient gérés par des associations et des organisations syndicales pour recevoir les usagers et servir d'interaction entre la municipalité et les services publics nationaux. Ça peut être aussi une piste à creuser, et je rejoins ce qu'a dit Michel Leflon. Ce qu'il faut faire, c'est absolument comme on a su le faire du reste pour établir la taxe d'habitation sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire des comités qui siègent, et c'était des citoyens tirés au sort, qui siégeaient à taxe d'habitation, qui estimaient, qui disaient, voilà, bah, telle chose vaut tant, telle chose vaut tant, il faut le faire pour que ces gens-là définissent les besoins du territoire. Et que ces besoins-là remontent, et qu'ensuite, la question qui se pose, c'est pas combien est-ce qu'on a d'argent et qu'est-ce qu'on va faire, mais c'est voici ce que sont les besoins, comment on fait financièrement pour répondre à ces besoins. Et c'est ce sens-là qu'il faut à nouveau que l'on mette, et c'est pas évident parce que les têtes, en réalité, sont gagnées à une sorte d'ultralibéralisme qui est on n'a pas d'argent pour faire des choses essentielles et utiles à nos citoyens, mais on a de l'argent pour financer Nokia, Siemens, etc., etc. Donc il faut réellement renverser cette problématique et poser la question donc du partage des richesses, et poser la question de la propriété pour que les citoyens, propriété au sens noble du terme, complet, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement avoir des actions, une propriété, mais c'est agir en citoyen, en définissant des objectifs publics pour des politiques publiques. Et donc, c'est comme ça qu'on doit essayer d'avancer. Nous, on a mis en place 2 actions, en tout cas dans les mois à venir, c'est-à-dire que le 3 et 4 octobre, on lance à Saint-Étienne une grande campagne sur la sécurité sociale, donc qui devrait durer jusqu'en 2021, jusqu'à mai 2021. Donc, on a, je pense, un ensemble des forces politiques de gauche et au niveau des organisations, un maximum, on espère, d'organisations syndicales. On a déjà la CGT, la FSU et Solidaire qui ont donné leur accord. Et évidemment, on va contacter l'ensemble des organisations syndicales. On a pas mal d'associations, évidemment, qui se bougent. On a le jour d'après, qui est une construction assez originale également entre organisations syndicales, ONG, en lien avec les politiques. Donc tout cela est en train de mettre en place, donc on lance cette campagne-là. Et deuxième chose que l'on espère à la convergence, mais depuis longtemps, c'est de créer des véritables états généraux des services publics, ce qui signifie un ancrage local, développement de collectifs locaux, cahier d'exigences au niveau local pour faire ce que l'État ne fait pas, c'est-à-dire ces fameuses commissions qu'on appelle de nos voeux avec Michel, donc les faire nous-mêmes en quelque sorte, pour ensuite avoir quelque chose mais réellement qui représente les territoires et qui représente nos habitants, qui représente nos citoyens, pour avoir une exigence nationale qui parte enfin de nos concitoyens que l'on doit réussir à organiser et qui sont conscients que sans service public, il n'y a plus de vie dans les territoires et c'est ce qui est hélas en train de se passer. Merci Michel. Michel Leflon, pour la partie proposition. Tu as la parole, Michel. Oui, mais je ne sais pas, j'ai un message qui m'intrigue. Vous m'entendez? Oui, oui, très bien. Donc, c'est l'essentiel. Oui, je crois que Michel Jalamion vient d'aborder toutes les questions de démocratie. Je n'y reviendrai pas, j'en avais dit un mot de toute façon tout à l'heure. C'est quelque chose d'essentiel. Après, c'est effectivement comment on finance ces services publics, avec la particularité que j'ai dit tout à l'heure en ce qui concerne l'hôpital public, que les financements, au moins en ce qui concerne le fonctionnement, et on peut avoir un débat sur l'investissement, mais en ce qui concerne le fonctionnement, ce sont les ressources de la sécurité sociale. Donc, il y a un débat à avoir, mais je pense qu'on est tous à gauche persuadés qu'il y a des moyens pour améliorer les recettes de la sécurité sociale. Et après, les formes peuvent dépendre. Mais j'ai cité tout à l'heure l'exemple de Sanofi parce que c'est quand même extraordinaire. Et y compris le président Macron a parlé de se réapproprier la fabrication des médicaments en France. Et ça se traduit par on supprime 1000 emplois à Sanofi. Donc il y a y compris des moyens sans doute vertueux pour agir sur l'économie et la financiarisation de l'économie et avoir des ressources qui sont de faire cotiser
les revenus financiers des entreprises, ce qui leur éviterait de boursicoter, et vaut mieux qu'ils donnent ça à la sécurité sociale. Et ça donne de l'ordre, en faisant cotiser à la même hauteur que que les cotisations d'assurance maladie, ça donne 40 milliards à l'assurance maladie et puis des chiffres dans les mêmes eaux à peu près pour les autres branches de la sécurité sociale. Il y a aussi comment on transforme les cotisations patronales où pour l'instant on ne parle que d'exonération, alors qu'il serait peut-être plus utile de faire surcotiser un certain nombre d'entreprises, je vais dire comme Sanofi, qui suppriment des emplois, ou y compris on peut avoir un aspect vertueux sur des politiques environnementales en faisant surcotiser des entreprises qui polluent et qui ne font aucun effort. Et puis, mais c'est de toute façon très largement lié aux questions d'emploi, puisque le chômage coûte effectivement très cher à la sécurité sociale. L'absence d'égalité homme-femme, c'est aussi un moins pour les recettes de la sécurité sociale. Donc, on est sur tout un ensemble qui veut dire que sur une société qui veut se transformer dans l'intérêt du bien commun, on a les moyens pour l'hôpital, pour la santé globalement, pour ce qui est à l'ordre du jour actuellement, la perte d'autonomie. Et la perte d'autonomie, il ne faut pas que ce soit une cinquième branche, là, c'est ce que veut faire le gouvernement, qui est surtout un effet d'annonce, mais qui est aussi un cheval de Troie pour la protection sociale, puisque si on fait si on prend la perte d'autonomie à minima, c'est le champ ouvert à des assurances privées et donc à une privatisation à venir de la sécurité sociale. Il y a sur la perte d'autonomie un rapport qui est le rapport Libaud, qui y compris dit c'est pas encore mûr pour que les gens s'assurent contre la perte d'autonomie, mais y compris on voit que c'est le but. Donc il y a à la fois à avoir des actions fortes de défense contre ces attaques contre la sécurité sociale, et Michel Jalamion a parlé de ce qui était prévu, la campagne de convergence que va reprendre la coordination nationale des comités de défense, bien évidemment, sur la sécurité sociale tout au long de l'année, mais avec un temps fort, un premier temps fort à Saint-Étienne les 3 et 4 octobre. Et puis, il y a aussi à débattre des propositions, où je viens de vous donner en termes de financement les propositions du Parti communiste. Il y a des débats à avoir là-dessus, mais en tout état de cause, on voit bien que pour l'instant, on nous dit que le travail coûte cher, mais que c'est bien le capital qui ruine notre société pour l'instant. Merci, merci Michel. Alors avant que je ne prenne la parole pour moi-même, je vais vous lire un message qui nous a été envoyé. Alors, par Christian. Alors, l'offre de soins, la production, la distribution des médicaments ne sont pas organisées de manière rationnelle. Les secteurs dégagent des profits importants qui intéressent des investisseurs, cliniques privées à but lucratif spécialisées, réseaux de pharmacie, industrie, etc., tandis que des services indispensables en campagne sont insuffisants ou supprimés. Les médicaments utiles ne sont plus produits, ni en France ni ailleurs. Les maladies rares ou, ouvrez les guillemets, peu rentables, prévalentes dans les pays pauvres notamment, maladies rares, etc. Je propose que le secteur de la santé, donc c'est Christian qui propose, je propose que le secteur de la santé soit restructuré afin d'en optimiser l'efficacité, que la production des médicaments soit encadrée par des structures à but non lucratif, par exemple l'ARC, l'AMF, ou public, Institut Pasteur, pharmacie hospitalière, par exemple pharmacie centrale de l'assistance publique hôpitaux de Paris.
les capitaux privés investis étant associés à des investisseurs publics dans une société d'économie mixte avec commissaire du gouvernement au conseil d'administration, des dividendes limités à quelques pourcents, entre 3 et 6% à l'identique des scopes, avec rémunération encadrée par décret. Idem pour les cliniques privées à but lucratif, contraintes de coopérer avec le secteur public et soumises à son contrôle. Même chose pour les réseaux de soins, les libéraux étant contraints de s'organiser au sein d'associations à statut légal spécial, par exemple des associations syndicales libres. Que les associations de malades soient associées au fonctionnement du système. En ce qui concerne le secours aux accidentés et aux malades, on a vu les malheurs des SAMU dont on ne parle plus. Je propose, donc c'est Christian qui propose, de revoir les rôles en concertation avec les sapeurs-pompiers, la sécurité civile, la protection civile, la Croix-Rouge. La sous-traitance à des ambulanciers privés ne me paraît pas a priori une bonne solution. Pour mémoire, je rappelle, donc Christian rappelle, que les sapeurs-pompiers, la protection civile, la Croix-Rouge disposent d'une masse de volontaires indemnisés à la vacation ou carrément bénévoles, que des villages de montagne notamment sont généralement dépourvus de secours rapides, sinon par hélicoptère, et donc uniquement par beau temps. Enfin, la population scolaire n'est pas formée aux gestes de premier secours. Il n'y a pas de véritable campagne nationale de recrutement pour les sapeurs-pompiers, la protection civile, la Croix-Rouge, etc. Pourquoi pas un service national de 6 mois dans ces institutions? Il faut établir un diagnostic qui prenne en compte toutes les données, c'est indispensable. Donc voilà quelle était l'ensemble des propositions que Christian nous avait envoyées. Alors, en ce qui me concerne, il y a un aspect qui a peu été évoqué, c'est la création de nouveaux services publics. On a pu constater pendant la crise sanitaire et plus particulièrement pendant le confinement qu'il y avait une rupture importante entre ceux qui, avaient accès à du matériel informatique et ceux qui n'en avaient pas, mais aussi ceux qui, bien qu'ayant accès à du matériel informatique, étaient dans des zones blanches ou mal desservies par Internet. Et donc, ces personnes qui étaient dans ces réseaux, dans ces zones mal desservies, en fait, n'avaient pas la possibilité de se mettre en télétravail si la nature de leur activité le leur permettait. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que le télétravail était limité aux activités qu'il était possible de télétravailler et que la grande majorité des travailleurs n'avaient pas cette possibilité. Il n'en demeure pas moins que pour répondre à cette disparité de possibilités de connexion, on pourrait envisager alors, la création d'un service public numérique, mais d'un vrai service public numérique, et non pas de ce qui est évoqué depuis une dizaine d'années, puisque l'expression est utilisée par différents gouvernements, mais avec des réalités tout à fait différentes. C'est-à-dire que même Emmanuel Macron a utilisé l'expression, mais dans son esprit, ce serait une sorte de charte que l'on ferait signer aux différents opérateurs privés Internet pour que ceux-ci respectent certaines règles souples et peu contraignantes d'accès à la connexion. En fait, le besoin, c'est la création d'une administration publique, de l'accès au réseau, d'une politique publique de création d'infrastructures avec un financement public et un paiement de l'usager à l'accès à cette connexion. Et en particulier, parce qu'il y a, là, c'est une question d'égalité d'accès, il y a aussi une autre dimension qui est une dimension écologique qu'il ne faut pas sous-estimer. On rentre dans une période où, sans débat, la 5G risque de se développer. 5G, donc ça veut dire des antennes supplémentaires, de la surconsommation électrique, donc des besoins de production électrique. Et donc, si on ne met pas en place un service public de l'accès à Internet, en fait, on va laisser le marché se développer, en particulier sans respecter de normes environnementales qui protégerait l'ensemble des citoyens et des résidents. Donc ça, c'est un exemple de nouveau type de service public
auxquels on pourrait travailler ou que nous pourrions porter collectivement. Voilà ce que je voulais dire en termes de propositions. Est-ce que quelqu'un a une autre prise de parole sur les propositions? Jean-Luc, Michel Jalamion, tu as la parole, Michel. C'est bon, tu es en direct. Oui, oui. Euh, non, par rapport à ce que tu viens de dire, en effet, ça rejoint aussi enfin, le problème de la dématérialisation. Il y a deux aspects, en fait, mais qui rejoignent aussi les propositions de Christian, là, qui semblent alambiquées. C'est soit on considère, par exemple, que tout le monde a le droit à accès à Internet où qu'il se trouve. Je vais dire c'est simple, c'est même simple dans le droit actuel, puisque c'est le service universel qui a juste à être revu à la hausse. Il suffit d'une volonté gouvernementale, sans rien changer, qui impose cette desserte. Le problème que l'on a, j'allais dire, c'est si on veut recréer quelque chose qui soit de la puissance de l'époque des PTT. Ça avait été évoqué par Michel Capala. C'est-à-dire, en fait, un service public dont la recherche n'a d'autre but que l'intérêt général, et même si technologiquement on se plante, par exemple lorsqu'on a fait le Minitel, qui évidemment n'avait rien à voir avec l'Internet qui a été développé par l'armée américaine avec d'autres moyens du reste que les fonds de France Télécom en face, puisque c'est une recherche militaire en fait au départ, Internet. Bon, enfin, bref, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc forcément, ça veut dire recherche publique, ça veut dire financer des recherches, ça veut dire voilà. Et tout ça, là, je te rejoins Arnaud, ça nécessite un véritable service public. Mais il faut avoir la volonté politique, et nous, il faut qu'on ait la volonté, en effet, de ne pas simplement être sur la défensive, de vouloir refaire des choses qui ont existé, mais évidemment de repenser. Et moi-même, j'ai du mal à faire parce que je me dis, purée, mais quelle imbécilité d'avoir distingué La Poste et France Télécom. Ça a été tellement puissant aujourd'hui avec Internet, c'est le regroupement des deux. On aurait été à l'avant-garde de toute l'Europe si on avait gardé les PTT. Alors qu'à l'époque, ça semblait totalement has-been de garder les deux. Et même moi, je me souviens petit, je ne comprenais pas pourquoi on enlevait d'un côté pourquoi c'était ensemble, pourquoi il y avait le courrier et les télécommunications, mais parce qu'il s'expliquait du reste historiquement. Et en fait, en effet, ça a été une absurdité totale. Donc à l'époque, je ne comprenais pas mon père qui hurlait là-dessus, et il avait bien raison avec du recul. Et en effet, on a loupé le coche à ce moment-là. Et aujourd'hui, on est en retard sur pas mal de recherche internationale. Maintenant, voilà, donc il y avait du reste, enfin j'allais dire, France Télécom, je dis bien France Télécom, pas Orange, avait au niveau de la recherche, notamment de la recherche des fibres optiques, etc., une avance de plusieurs générations sur la recherche internationale, et on a bradé tout ça. Enfin, comme ça coûte cher la recherche, évidemment, ce n'est pas rentable immédiatement, on le fait sur 50 ans, et c'est une absurdité. Et il faut qu'on pense, en plus, comme tu l'as dit, Internet, il faut vraiment qu'on ait une réflexion tous ensemble, parce que c'est hyper important, mais c'est important sur pas mal de choses, sur les données numériques également, c'est important. Aujourd'hui, par exemple, Île-de-France Mobilité, la ville et la région n'ont pas accès pour savoir quels sont les trajets, par exemple, des franciliens. Parce que c'est une entreprise privée qui gère ça et qui ne veut pas nous donner les codes d'accès. Bon, bref. Donc on n'a même pas ces statistiques, et ça serait plus intéressant de savoir ça que de savoir si Michel Lefland préfère les sacs verts ou rouges, si Françoise Clairaut préfère les lunettes bleues ou les lunettes vertes, ce à quoi servent aujourd'hui les mégadonnées des GAFAM. Donc il y a vraiment un truc à faire, et également de ne pas considérer Internet comme un gain de productivité absolu. Le problème, il est là pour les services publics, c'est que on n'est pas en train de dire, c'est exactement du reste comme, comment dire, le fait de ne pas rester à l'hôpital, mais de considérer qu'il faut rester le moins de temps possible, etc. Si c'est justifié médicalement, moi, ça me va. Mais le problème, ce n'est pas parce qu'il y a une raison médicale ou humaine, c'est uniquement pour gagner du pognon que c'est poussé, que tous les raisonnements et les recherches qui vont dans ce sens-là sont poussés. C'est pas voilà, c'est pas parce que c'est une demande de certains malades de rentrer chez eux, etc. Ce qui peut s'entendre. Et moi, je suis prêt à avoir un débat là-dessus sans aucun souci, mais à condition que ce soit pas biaisé par une recherche de rentabilité totale. Donc, il faut ce genre de service public qui en effet couvre, mais l'ensemble de ce champ, je pense, y compris le champ de la dématérialisation, qui peut être un plus au niveau des services publics, mais qui ne remplacera jamais la proximité. Et on l'a vu du reste pendant le Covid. Et donc, c'est un bon truc. J'avais un autre truc à dire, bon, mais j'ai oublié. Et donc, je laisse la parole. J'aime bien parler, comme vous l'avez vu. Je vous laisse parler. Oui, alors bien sûr, il faut pas que la généralisation de l'accès à Internet soit le prétexte pour une dématérialisation excessive des services, parce qu'en fait,
en réalité, il y a une question de médiation sociale de l'accès à la technologie qui est sous-représentée, sous-mise en place en France. On a mis en place des médiateurs socioculturels pour répondre à une difficulté d'accès, et eh bien des médiateurs socio-numériques mériteraient d'être développés et mis en place. Alors ça existe un peu dans les maisons, dans les espaces publics numériques ou dans les maisons du numérique, mais en fait, ce sont des actions menées par, sous la plupart du temps, des associations avec financement public qui sont victimes du rabotage des financements publics, et donc c'est très très peu développé. Et en même temps, l'accès à Internet, le mythe de l'assuré ou de l'usager des services publics omnicompétent, qui a un accès à Internet et qui comprend toutes les différents masques de saisie qu'on lui demande et qui n'a aucune angoisse vis-à-vis de la technologie, c'est un leurre bien commode pour l'administration faire des économies, et que, en fait, quand j'ai l'administration, en fait, c'est les choix de politique gouvernementale et comme disait Michel, en fait, des majorités présidentielle. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir sur les propositions? Michel Capala et après Michel Leflon. Oui, juste en écho par rapport à ce que vous venez de dire, justement, moi, il y a une réflexion qui me préoccupe beaucoup en lien avec service public d'un côté et dématérialisation de l'autre. Moi, je dis, je voudrais alerter entre justement le fait de ne pas, comment je dirais, de ne pas, en voulant améliorer un certain côté, de ne pas le détériorer avec les décisions qu'on peut proposer. Parce que, j'avais noté ça dans un débat avec, à l'époque, notre futur député là, dans l'Allier il y a 3 ans, donc, non, il était déjà député d'ailleurs, je dis une bêtise, où on avait une discussion justement sur l'amélioration de l'accès, enfin, en tout cas, oui, de l'accès aux services publics et le fait d'un petit peu de désisoler certains territoires ruraux notamment. Et la solution qui était proposée, en fait, c'était de dématérialiser encore plus. Et moi, j'ai dit attention, parce qu'en fait, on veut répondre à une problématique d'isolement par le manque de services publics, par la disparition, mais du coup, on met en place un système qui alimente cette disparition. Donc, moi, j'aimerais beaucoup qu'aussi on ait une réflexion par rapport à ça, quoi. Alors, j'ai pas de solution toute faite, hein, mais j'aimerais qu'on ne perde pas forcément de vue aussi voilà, il faut faire en sorte de pas, du coup, en pensant améliorer, du coup, de pas empirer les choses. Parce qu'effectivement, comme ce qui vient d'être dit, je pense qu'on a besoin du lien social physique immédiat. On le voit bien, enfin, toutes les personnes qui sont du coup mises sur le carreau parce qu'elles ne sont plus en capacité pour des tas de raisons d'avoir accès, enfin en tout cas de se servir des services dématérialisés et qui du coup ne les utilisent plus, perdent des accès à des droits. Il faudrait pas que voilà, il faudrait pas qu'on alimente en fait comment je dirais, la bestiole, quoi. Hein, voilà. Merci. Michel Leflon, tu as la parole. Oui, j'avais quelques profiter pour faire ta conclusion, donc ton intervention plus ta conclusion, puisqu'en fait, on va terminer d'ici 5 minutes. J'avais quelques remarques sur ce qui venait d'être dit. Déjà, pour moi, un nouveau service avec Internet, c'était pourquoi est-ce que on a privatisé France Télécom, devenu Orange, etc. Je voulais en profiter pour faire une remarque sur l'utilisation de l'informatique, parce qu'il y a dans les hôpitaux une surenchère sur l'obligation pour les soignants de tout noter par informatique, ce qui correspond à un véritable flicage de leur activité, ce qui correspond aussi
à une perte du rapport avec les malades, parce que quand ils sont obligés de noter sur la tablette qu'ils transportent qu'ils ont bien demandé aux malades s'ils n'avaient pas mal, pendant ce temps-là, ils ne se sont pas occupés du malade, mais ils se sont occupés de la tablette. Et je crois qu'il y a véritablement une réflexion à avoir sur tout ça. Plus globalement, quand on parle de nouveaux services publics, je pense qu'il y en a, il y en a une foule. Il y a effectivement, et ça va avec l'intervention que tu as lue tout à l'heure, Arnaud, sur le médicament, il y a besoin d'un pôle public du médicament, il y a besoin, c'est un bien commun le médicament, et il y a besoin effectivement d'une recherche publique et le fait que les brevets ne doivent pas alimenter les actionnaires, mais bien ceux qui, mais que ça serve bien le bien commun. Mais il y a aussi, et on l'a vu pendant l'épidémie du Covid, la nécessité d'un service public d'aide à domicile pour les personnes en perte d'autonomie, avec de plus en plus, ça a été fait longtemps par des associations et de plus en plus, il y a une privatisation, enfin, il y a ça se transforme en sociétés privées qui veulent faire du profit et avec une perte complète de la qualité du service, mais y compris d'ailleurs la Poste se rentre dans cette question-là. Il y a service public pour la petite enfance. Enfin, il y a une foule de services publics rien que dans le domaine du relationnel sur lequel il faut qu'on travaille. Et en conclusion, je pense que c'est véritablement comment est-ce qu'on porte cette notion de service public et qu'on arrive à faire travailler ensemble la population et tous les élus, les personnels, tout ça, pour des nouvelles propositions dans l'intérêt du bien commun. Merci. Michel Jalamion, un mot de conclusion avant de te libérer. Ouais, je te remercie. Oui, je suis désolé, il faut vraiment que j'y aille. Non, un mot de conclusion. Enfin, je crois de toute façon, enfin, que ça montre que le débat n'est pas achevé et ne le sera pas très rapidement. Ça soulève une multitude de questions, quoi. Enfin, en effet, Michel vient de donner quelques indications. C'était là-dessus, en effet, que c'était le point que j'avais oublié. C'était l'intervention de Christian, justement, sur le médicament, évidemment. Il n'y a pas que les médicaments des pays pauvres, hein. C'est-à-dire quand on prend Sanofi, les médicaments qu'ils veulent abandonner, c'est quelques maladies comme les médicaments de Alzheimer, les médicaments sur le diabète. Enfin, c'est quand même lourd, y compris pour notre société. Alors, c'est pas pour dire, enfin, moi, je suis pour que les droits, en fait, excusez Michel Leflon, c'est inadmissible qu'on demande des millions aux pays pauvres lorsqu'on fait des médicaments pour stopper le développement du sida, etc., etc. Enfin, là, comment dire, c'est pour ça que je suis pas, enfin moi je suis un peu prudent. Là, je parle vraiment en mon nom personnel, parce que la Convergence, évidemment, là-dessus, on a une discussion, mais je pense qu'il faut par contre des solutions claires, quoi. En tout cas, où les Français s'y retrouvent. Et je pense que toutes les interactions, les histoires de pôle public, etc., c'est intéressant, j'allais dire, entre convaincus pour voir comment structurellement on met les choses en place, mais ça rend les choses illisibles. C'est-à-dire, s'il faut que l'État s'occupe d'un pôle public du médicament, il faut dire, créons un service public de médicaments qui doit s'occuper de la production, des brevets et de la distribution de ces médicaments pour que les gens s'y retrouvent. Parce que il ne faut pas confondre le message politique, l'intention politique, le fait d'avoir une majorité sur un projet et l'aspect technique, où là, on peut s'écharper, mais pendant des décennies, je veux dire, ce qui se passe du reste sur la sécurité sociale, avec est-ce que c'est une cotisation, est-ce que les revenus du capital, enfin bon, des choses qui sont très intéressantes, qui moi me passionnent, mais qui brouillent notre message, parce qu'en attendant, tout le monde est contre la fin de la Sécu, mais on va droit dans le mur, parce qu'il y en a qui sont pour taxer le capital en tant que tel, d'autres qui veulent faire une partie cotisation, une partie je ne sais trop quoi. Enfin bref, on est tous d'accord, grosso modo, pour que les cotisations soient augmentées et que, grosso modo, une entreprise qui fait beaucoup de plus-value, elle cotise plus qu'une entreprise qui n'en fait pas. Et on s'embringue dans il me semble, en tout cas, dans des débats qui sont importants, mais qui restent secondaires par rapport à la lutte, parce que demain, si on ne fait rien, et demain, c'est vraiment demain, enfin réellement, c'est-à-dire dans les années à venir, il n'y aura plus de sécu,
il n'y aura plus de service public. Et les nouvelles générations, on le voit, ne comprennent pas trop. Du reste, moi, quand je donne toujours cet exemple-là, et ça sera mon conclusion. Il y avait un jeune, donc il n'y a pas souvent des jeunes d'ailleurs sur les débats sur les services publics. Il y a un jeune qui est venu me voir en disant, mais monsieur, c'est vrai qu'à votre époque, merci, petit con, à votre époque, quand on s'asseyait dans le train, tout le monde payait le même tarif. Je dis oui, 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 après ça variait. Il y avait quand même une période blanche, une période bleue, une période rouge, mais grosso modo, on savait avant quel prix on avait payé, même 3 mois avant, etc. Il m'a dit, et vous trouviez ça juste? Parce que pour lui, comme lui est malléable, c'est normal qu'il paie moins cher que moi qui ne le suis pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une charge de famille, qui a un emploi, qui a une vie qui est structurée, devrait être pénalisé par rapport à quelqu'un qui a le sentiment de faire un effort et de s'adapter. Et je pense que là, on est réellement dans un phénomène de société, dans une mentalité qui est en train de s'instaurer et que l'on doit absolument combattre. Et c'est pour ça, moi, enfin, c'est un nouveau credo, en fait. Des fois, on change comme ça, c'est le credo. Mais je pense réellement qu'il faut qu'on travaille surtout, j'allais dire, à avoir des messages simples pour rentrer en connexion avec les citoyens. Et c'est peut-être encore ce qui nous manque, parce que je pense qu'on a comment dire, là, dans tout le débat qu'on a eu, franchement, moi, ça m'a passionné. Et je vous remercie vraiment pour cette initiative. On recommence quand vous voulez. Et voilà. Et donc, il faut qu'on avance sur ces projets-là et peut-être en cherchant des choses simples, des choses qui parlent aux gens et qui puissent permettre de les associer, parce qu'en réalité, quand on est dans la rue, les citoyens, l'usager est quand même foncièrement absent des mobilisations sociales. Alors, les mobilisations citoyennes existent réellement, elles sont fortes, mais hélas, elles ne suffisent pas lorsqu'elles sont que locales. Et donc, pour créer, on l'a vu au Blanc, hélas, où toute la population, tout le personnel, les élus se sont unis, mais localement. Et donc, il faut réussir à aller au moins sur le terrain de la dimension nationale. Et ça, on n'y arrivera que si on a un message clair, cohérent, qui motive les gens à se rendre à une manifestation et à crier parce qu'elles sont d'accord des revendications, mais c'est-à-dire que le débat public réussit à être installé. Donc, il nous reste du chemin pour cela. Et peut-être il faudrait réfléchir aussi sur le que faire, dans le sens que faire pour porter aussi ces revendications qu'on a définies un peu ce soir. Et je vous remercie beaucoup d'avoir fait cette initiative. Merci. Donc, pour conclure, je rappellerai ce que Christophe Rameau nous avait rappelé lors du webinaire sur l'économie républicaine. C'est que le service public, ce n'est pas un coût, c'est une production de richesse, et que, en fait, les services publics participent à l'augmentation du pouvoir d'achat des usagers. Et donc, alors que nous allons entrer dans une crise économique qui semble majeure, pour compenser la baisse de pouvoir d'achat liée à la perte d'emploi, eh bien, une des solutions, c'est l'augmentation du périmètre des services publics. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à notre webinaire. Notre prochain rendez-vous, donc, ce sera jeudi. Jeudi, c'est le jour des cafés du jeudi. Donc, c'est un café débat horizontal, participatif, sans intervenants spécialisés. Le sujet sera la culture privée du vivant. On a pu voir pendant le confinement que le spectacle vivant n'avait pas pu exercer son activité artistique, puisque les salles de spectacle étaient fermées et les spectateurs potentiels confinés, que la sortie du confinement impose des règles de distanciation sociale que les acteurs du secteur considèrent comme économiquement non viables. Et donc, jeudi, nous allons discuter de ces questions du spectacle vivant et la culture peut-elle se passer du spectacle vivant. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.